Bonsoir, bonjour, voilà, vous êtes à l'écoute de la 3e édition de l'émission Vendès, une émission enregistrée en Alsace par des Alsaciens qui s'adresse à tous les amis de l'Europe. Ce cycle d'émissions s'intègre dans le cadre des émissions de Méridien Zéro et propose d'apporter un regard plus décentré et décalé sur l'ensemble des sujets d'actualité. L'Alsace est une terre largement ouverte sur l'Europe centrale, la Mittel Europa, et depuis cette position privilégiée, nous essaierons d'aborder les sujets sous un angle différent afin que souffle sur l'espace francophone le vent d'Est de la dissidence. Vendès continue donc son voyage en Europe, donc après un passage par la Hongrie. Nous remontons aux sources de notre continent pour une émission sur la Grèce et la crise qu'elle traverse actuellement et aussi ses conséquences sur le jeu européen et je dirais même ses ressemblances avec la crise française. Donc avec comme invité Sylvain Durin. Donc tu as rédigé un livre qui s'appelle Le sang du père, donc sur la mort de l'image paternelle, et un reportage donc sur la Grèce qui est aujourd'hui en ligne sur le net et qui s'appelle L'âge du loup. Voilà, bonjour à tous. Oui, donc le film est effectivement disponible gratuitement, ouvert à tous sur Dailymotion. Donc vous tapez L'âge du loup, c'est produit par Cinequaprod et je l'ai co-réalisé avec un ami à moi qui s'appelle François Roussel, que je tiens à remercier ici. Et puis effectivement, l'année dernière, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle Le sang du père et qui traite de la mort de la figure paternelle dans la société française. Très bien. Voilà. Jean Nikolopoulos, donc grec. Bonjour à tous. Bon, voilà, donc ça sera notre invité grec, tu es responsable des relations internationales au Front National Exactement, grec. exactement. Il s'agit d'un parti qui a été fondé l'année dernière. Et notre ambition est de rassembler toutes les courantes de la droite radicale grecque. D'accord, très bien. Aujourd'hui, vous représentez à peu près, vous comptez combien de militants et quelles sont aujourd'hui votre expérience électorale? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore présentés aux élections. Nous avons déjà décidé de participer aux élections européennes qui viennent. Et nous avons aussi décidé de se présenter aux élections municipales à Athènes, à Salonique, à Kalamata, à Pyrgos, à d'autres villes grecques. Et nous nous trouvons dans une phase de développement. La semaine dernière, nous avons inauguré la siège de notre direction nationale à Athènes. Voilà, très bien. Donc, de toute façon, on développera après. Donc, en fait, Jean, et donc notre invité, nous racontera un peu, nous sera le témoin de ce qui se passe aujourd'hui en grec. Il nous expliquera aussi un peu les dessous. Avec moi pour co-animer cette émission, comme d'habitude, mon ami Adalric. Bonjour, je suis ravi de te retrouver dans notre studio spartiate pour cette émission. Oui. Petit trait d'humour. Bien. Toujours, Adalric, toujours. Et, alors, je voulais quand même te tenir à remercier pour préparer cette émission. Donc aussi, on n'en a pas parlé, mais nos amis donc de l'Aube dorée, notamment à Chypre, qu'on a pu réussir à contacter. Donc Stratos Karani-Koleaou, qui est chargé des relations internationales là-bas, et Marios Vassiliou. On a également eu l'occasion de nous entretenir avec une étudiante juriste grecque en France et discuter avec des anciens membres de l'Aube dorée, ce qui nous permettra d'avoir une vision ensemble. Et donc dans l'émission, j'essaierai d'intervenir pour apporter des éléments factuels plus ou moins pertinents. Encore présent aussi, oui, et je me présente, Karl, pour animer à la barre, pour animer cette émission, et avec nous aussi, puisque Philippe Sederix, qui était déjà donc dans la dernière émission de Vendest, toi tu reviens aussi de Grèce, t'as passé quelques semaines en Grèce cet été, c'est ça? Absolument, j'ai passé quelques temps en Grèce à l'été 2013, et bon, j'essaierai de vous raconter un peu ce que j'y ai vu et les personnes avec qui que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu bavarder, et pour prendre un peu la température du moment. Donc très bien. On va commencer par un bref, peut-être une petite rétrospective historique pour un peu recadrer un peu le drame grec qui aujourd'hui se joue dans ce petit bout de continent qui est très 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 grande histoire. On connaît son épopée antique. Philippe, tu nous fais un petit descriptif? Oui, alors je serai évidemment très bref parce qu'il ne s'agit pas
c'est pas une émission sur l'histoire de la Grèce, mais bon, comme chacun le sait, l'histoire de la Grèce antique est l'une des histoires les plus anciennes qui nous soit parvenue, puisque les Grecs anciens sont entre autres les inventeurs de l'histoire, avec les premiers livres d'histoire de Hérodote et de Thucydide. Donc ils nous ont un peu relaté les guerres contre les Perses. Et les différents éléments de ces guerres. Donc la Grèce antique du 5e siècle était donc marquée avec des cités qui par moments s'alliaient, par moments se disputaient, et qui d'ailleurs savaient s'associer quand il y avait un danger extérieur non grec qui les menaçait. Et c'est dans cette période faste où est inventée aussi la philosophie, où sont développées les mathématiques, etc. Et lorsque l'Empire romain donc s'est développé, avant l'Empire romain, j'allais oublier un certain Alexandre le Grand, donc le fils de Philippe, qui a conquis la quasi-totalité du monde connu jusqu'en 323 avant notre ère, et qui a eu pour conséquence, qui a bouleversé le monde de l'époque, puisqu'évidemment toute la culture grecque hellénistique s'est répandue dans le monde entier, et ça a eu des conséquences. Par exemple, en Égypte, il y a eu des dynasties hellénistiques jusqu'à moins 30, lorsque Cléopâtre est défaite par Octave. Donc ça a laissé des traces très importantes durant des siècles. Et donc, comme je le disais, effectivement, le monde grec est progressivement passé sous le contrôle de l'Empire romain qui tendait à se développer, ce qui n'a pas eu pour conséquence d'ailleurs la disparition de la culture grecque, puisque d'une certaine façon, les vaincus ont conquis leurs vainqueurs, puisque la culture grecque a intégralement conquis les élites romaines de façon progressive. D'ailleurs, il y avait un certain nombre, je pense notamment à Caton, de Romains qui s'en offusquaient, mais progressivement, la culture grecque a totalement dominé le monde romain, d'où cette expression de culture gréco-romaine. Donc ceci a duré tout le temps de l'Empire romain, qui s'est ensuite, comme vous le savez probablement, scindé en deux, entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Donc les cités grecques faisaient partie de la partie orientale de l'Empire byzantin, qui est ensuite progressivement passé sous le contrôle des Ottomans, qui ont conquis toute cette région, avec notamment la chute de Constantinople en 1453. S'en est suivi pour la Grèce et le peuple grec une période de domination de près de 5 siècles, sous domination ottomane. Et c'est au début du 19e siècle que les Grecs vont progressivement se libérer du joug ottoman, puisque c'est en 1830, si mes souvenirs sont bons, que le premier État grec indépendant renaît, avec pour quelques années pour capitale Nafplio, puisque Athènes n'était pas encore libérée. Il y a d'ailleurs, si vous visitez cette ville, une statue à l'honneur d'un militaire français qui a contribué à la libération de Nafplio. Et donc il y a une libération progressive de la Grèce du joug ottoman, qui se termine avec les guerres balkaniques de 1912-1913. C'est très récent en fait. C'est très récent. C'est très important de comprendre cette dimension, parce que il faut aussi comprendre que dans le problème de la crise grecque, c'est que vous êtes un État très jeune. Et vous avez forcément, finalement, un État qui se révèle souvent... qui rencontre beaucoup de difficultés à prélever l'impôt et finalement à maintenir une structure stable et une organisation étatique, une administration étatique performante, parce que vous êtes un État jeune et que vous sortez de 5 siècles de domination ottomane. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas le problème de la Grèce. Le problème de la Grèce, ce sont les structures économiques et sociales qui ont été créées après la restauration de la démocratie parlementaire en 1994 et après la chute du régime des colonels. D'accord. Nous sommes un État jeune, mais nous sommes une nation antique. Ouais. Oui, mais oui. Nous avons une grande tradition. Mais donc c'est vrai que vous avez le régime des colonels en 74 et rapidement en fait, bon là en fait on enchaîne un peu, on fait un petit saut dans l'histoire, mais on reviendra là, Philippe, t'inquiète pas. Rapidement effectivement. En 79, vous intégrez rapidement l'Europe. Donc en fait, la transition du régime des colonels jusqu'à l'intégration dans l'Union européenne se fait très rapidement. Oui. Et avec quand même un État qui est à ce moment-là en construction.
C'est vrai, mais ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. On reviendra dessus. Vas-y. Le Philippe. régime des partis politiques n'a pas réussi, n'a pas voulu créer des structures. D'accord. Donc, pour revenir brièvement, on revient en 1912-1913. Donc, ce sont les guerres balkaniques où, en fait, les États balkaniques vont, dans un premier temps, se liguer contre les Ottomans pour s'en débarrasser, tout simplement. Donc, il y avait la Grèce, il y avait la Bulgarie, la Serbie et la Roumanie qui étaient dans ces guerres. Ça, c'est la première. Et la deuxième, après avoir chassé les Ottomans, ils se sont battus entre eux. Et c'est notamment la Bulgarie qui a fait les frais de la deuxième guerre balkanique de 1913, puisque elle a perdu son accès à la mer Égée. Donc ensuite, il y a la Première Guerre mondiale. Au terme de la Première Guerre mondiale, il y a un épisode extrêmement douloureux dans les relations gréco-turques, puisqu'il y a des échanges de population extrêmement importants, puisqu'il y avait énormément de population grecque en Anatolie, donc en Turquie, et il y a eu des échanges de population, des millions de personnes qui ont été transférées de part et d'autre de la mer Égée. Oui, ce qui est peut-être important de replacer dans l'esprit des gens, c'est que faut pas oublier que l'actuelle Turquie, l'ouest de l'actuelle Turquie, a été habité depuis presque, je dirais, la nuit des temps par des Grecs. C'est l'ancienne Asie mineure. Quand on entend Asie mineure, en fait, c'est l'ouest de la Turquie. Donc ces populations grecques étaient là bien avant les Turcs. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, absolument, absolument. Donc la période de l'entre-deux-guerres est une période un peu trouble pour la Grèce comme pour, je crois, toute l'Europe, ce qui aboutit en 1935 à l'instauration d'un régime autoritaire sous la direction de Métaxas. En 1940, l'Italie de Mussolini, l'Italie fasciste qui occupe déjà l'Albanie, attaque la Grèce. L'efficacité légendaire des armées italiennes fait que malgré une supériorité matérielle et humaine écrasante, au bout de quelques mois, les Italiens sont sur la retraite en Albanie. Donc ils ont perdu déjà des territoires. Et ce n'est qu'avec l'intervention allemande qui écrase la Yougoslavie et la Grèce que la Grèce est défaite militairement. Alors un petit mot sur Métaxas. Il faut quand même savoir donc que Métaxas est un fasciste antifasciste, c'est-à-dire qu'il refuse à l'époque, et ça deviendra la fête nationale grecque, il refuse à l'Italie de Mussolini l'annexion. Il va se lever vraiment contre les armées italiennes et nazies. D'ailleurs, l'invasion allemande sera difficilement vécue par les Grecs. Et Métaxas, et on en reparlera plus tard, est un symbole notamment pour les nationalistes et l'aube dorée. Jean, tu voudrais intervenir? Ouais. Oui, je veux intervenir. Ça, c'est vrai. Mais je dois dire que l'idéologie fasciste n'est pas une idéologie internationaliste. C'est une idéologie attachée aux intérêts de la nation. Et l'intérêt de la nation grecque à cette époque-là était rester aux côtés de l'Angleterre. Parce que malheureusement, il était la force plus grande maritime. Tout à fait. Elle est toujours aujourd'hui, la Grèce, la plus importante puissance maritime au monde, devant le Japon. Je l'ignorais. Ouais, c'est bien pour ça que d'ailleurs les Chinois ont racheté le port du Pirée. On comprend mieux. Ne t'inquiète pas que l'idéologie, c'est une autre chose de la géopolitique. C'est clair? Ouais, bien sûr. Très clair. Donc s'ensuit donc une période d'occupation de la Grèce par les troupes du Troisième Reich et une libération de cette occupation qui va être extrêmement sanglante, puisqu'en fait, un peu comme en Yougoslavie où il y avait l'opposition entre la résistance communiste de Tito et la résistance monarchiste de Mihailović, il y a une opposition entre la résistance monarchiste et patriote, on va dire ça comme ça, et la résistance communiste. Et à la différence d'un certain nombre de pays que les Anglais vont abandonner, les Anglais font le choix de ne pas abandonner la Grèce aux mains des communistes, et s'ensuit une période de guerre civile extrêmement violente, sur laquelle après je vais laisser Jean nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période de l'après-guerre. Les Anglais, la politique étrangère anglaise
ne voulait pas accepter la présence de l'Union soviétique sur la mer Égée. Et c'est pour cela qu'il a, Churchill, il avait concédé toute la péninsule balkanique aux soviétiques, à l'Union soviétique, à Staline, mais pas la Grèce. La Grèce est restée sous le contrôle des forces occidentales. Ouais, très bien, très bien. C'est donc pour, bien évidemment, garder un contrôle sur la mer Méditerranée, quoi, hein, tout à fait. Hein, bien exactement, évidemment. Ouais, exactement. ouais. C'est une question aussi des géopolitiques. Ouais, bien sûr, bien sûr. Doctrine, pas folle la guêpe. C'est la doctrine Mackinder. D'accord, doctrine Mackinder. Il faut éviter que la Russie avoir accès à la mer Méditerranée. C'est ce qui donne d'ailleurs, ce qui ouvre en fait une sorte de conflit assez fratricide en Grèce, qu'on appelle la guerre civile grecque. La guerre civile grecque, qui a duré 5 ans. 5 ans, quoi. De 1944 jusqu'à 1949. Pour donner un ordre d'idée, il y a eu environ 200 000 morts. Hein. 200 000 morts. Ouais, c'est énorme. Pour un pays de 12 millions d'habitants, ou 10 millions. Ouais, donc c'est énorme. C'est quasiment. C'était un désastre très peu pour la Grèce. Ouais, c'est un massacre. Et donc, ce conflit mettait aux prises les communistes contre les forces atlantistes. Les partisans communistes. Ouais. Et soutenus par les pays voisins, de la Grèce, l'Albanie, la Bulgarie, la Yougoslavie, et de l'autre part, les forces nationales. D'accord. Les nationalistes. D'accord. Soutenu, je pense, quand même par les forces occidentales, quand même. Soutenu par les forces occidentales. Ouais, d'accord. Donc, après des années de confusion, c'est en 1951 que la droite conservatrice dure arrive au pouvoir et qu'il y a de nouveau un semblant de stabilité dans le pays avec Konstantinos Karamanlis. Hein. Donc, ça a été 12 années de gouvernement, vraiment avec un régime de fer. Et au début des années 60, le climat politique va se tendre. Les critiques sont de plus en plus vives vis-à-vis de ce gouvernement. Et Karamanlis, discrédité, va s'exiler à Paris après avoir perdu les élections. Donc on a Georges Papandréou qui arrive aux élections en 1964. Et là, on va avoir une période plus démocratique. Mais les relations entre le roi et Papandréou deviennent tendues. Et Papandréou va devoir démissionner. Et de nouvelles élections sont prévues, mais le résultat s'annonce évident, et on a une nouvelle victoire du parti de Papandréou. C'est pourquoi, donc avec le roi qui s'en va, on a le 21 avril 67 un coup d'État de l'armée qui va interrompre tout le processus démocratique et qui va ajourner définitivement ces élections, donc qui avait réélu Papandréou. Le groupe d'officiers à l'origine du putsch, alors, aurait été soutenu par la CIA, et il inaugure la dictature des colonels. Tu as peut-être un mot à dire là-dessus ? C'est faux. Et l'histoire est très très compliquée. D'une part, les rois préparaient un coup d'État après les élections. Mais les groupes des colonels, ils ont fait un coup d'État avant des élections, un mois avant des élections. D'accord. Donc en fait, il y avait deux complots et... Selon les archives du Foreign Office, la révolution des colonels était une révolution de la base de l'armée grecque sans les soutiens de la CIA. D'accord, donc ils auraient pris de vitesse, un coup d'État qui essayait de préparer la CIA. Les rois, avec la complicité de la CIA. D'accord. Préparer un coup d'État après les élections, mais les colonels ont fait le coup d'État avant les élections. D'accord. Un mois avant des élections. Très bien. Donc on a le retour à un régime politique basé sur l'ordre moral, un régime très religieux également. Cette dictature, elle va s'arrêter en 1974. Pourquoi la fin de la dictature des colonels, Jean ? Et le régime des colonels a concédé le pouvoir en novembre de 1973 aux politiques, un gouvernement politique pour faire des élections. Mais ce gouvernement politique a été renversé par un autre groupe des officiers qui ne voulaient pas la politisation du régime des colonels. Et
Mais ces groupes d'officiers n'étaient pas capables de diriger le pays. Et c'est une histoire très très complexe. D'accord, mais je crois que le coup définitif, finalement, il vient de Chypre. Il vient de Chypre. Qu'est-ce qui s'est passé à Chypre? Qu'est-ce qui s'est passé à Chypre? Le gouvernement d'Athènes a préparé un coup d'État pour renverser le président de Chypre, Makarios, qui était un traître, qui ne voulait pas l'union de Chypre avec la Grèce, contre la volonté de la grande majorité des Grecs chypriotes. Mais avec l'éclatement de ce coup d'État, Makarios a appelé les troupes turques à intervenir en Chypre. Donc c'est Makarios, le grec, qui a appelé les Turcs pour qu'ils envahissent Chypre. Il était un traître, d'accord. Il ne voulait pas l'union de Chypre avec la Grèce. D'accord. Et donc c'est depuis ce moment-là... Il voulait être le roi de Chypre. D'accord. Et donc c'est depuis ce moment-là que en fait Chypre est partagée en deux. Selon le traître de Londres, qui a été signé en 1959, et Chypre était un État indépendant sous la protection de la Grèce, de la Turquie et de l'Angleterre. Selon lui, la Grèce a envahi à Chypre et donc lui a appelé les forces protectrices à intervenir à Chypre. Et donc après la chute des colonels, en fait la classe politique elle va rappeler Karamanlis qui était en exil à Paris pour qu'il participe à la restauration entre guillemets de l'ordre démocratique. Et en juillet 74, il va être placé à la tête d'un gouvernement provisoire d'union nationale. Donc il va prendre des décisions assez importantes, comme légaliser le Parti communiste et définir la nature du régime par un référendum qui voit les Grecs se prononcer pour le retour du roi. La Grèce est devenue une démocratie libérale, bien soutenue par les régimes occidentaux, je pense. Oui, c'est sûr. Constantinos Karamanlis était un ami personnel de votre président Valéry Giscard d'Estaing. Tout à fait. Ouais, de toute façon, dans la relation franco-grecque, depuis, on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a une véritable collaboration très forte. La France a toujours soutenu la Grèce, notamment dans ses... Alors, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? On en débattra, Jean. Mais la France a toujours tout soutenu la Grèce dans ses démarches d'adhésion et d'intégration à l'Europe, à l'euro, à l'Union européenne. Oui, etc. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tout à fait. Donc voilà. Donc à partir de là, on arrive donc dans les années 79. Si tu veux corriger peut-être quelque chose Oui, là j'ai fait une erreur. Hein. Donc les Grecs ils se sont prononcés contre le retour du roi. Contre le retour du roi. D'accord, ouais, parce que c'est parce que je voyais collaborateur faire des gros yeux. Je me dis il y a eu une bourde de glisser quoi. Donc là, on va arriver dans une période de croissance économique, donc des niveaux de vie jamais atteints auparavant, c'est merveilleux, voilà. Subvention de 30 milliards d'euros de l'Europe, hein. Donc l'Europe en 10 ans va déverser 30 milliards d'euros sur la Grèce. Donc effectivement, on voit arriver des autoroutes, des infrastructures, etc. Et donc ce qui explique aussi finalement chez les Grecs, Jean, ce qui explique aussi cette difficulté de se séparer de l'Europe. Parce que c'est vrai que pour les 20 dernières années, bon, avant la crise, on est d'accord, oui. Mais les 20 dernières années pour les Grecs, c'est quand même l'Europe, c'est quand même un moment de développement économique considérable, quoi. Et ça c'est vrai. Et donc, la classe politique grecque n'a pas réussi à créer, n'a pas voulu créer les structures adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Il a créé un régime de clientélisme. Exactement. Avec ses électeurs. Et le régime des partis politiques a fait l'État tomber. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et donc on a effectivement on va arriver. Donc la Grèce effectivement se met en place un régime clientéliste. Oui. Avec effectivement des passe-droits, on crée des postes de fonctionnaires et on commence, et là tu le soulignes, on commence effectivement à avoir une dette qui
commence à gonfler. Hein. Une inflation aussi, il y a aussi une inflation en Grèce qui a toujours été difficile à maîtriser, des déficits qui commencent à croître et le début des processus d'intégration et de création de l'euro. La Grèce vote massivement pour Maastricht. Le référendum est plébiscité. Il n'y a pas de référendum. Le Parlement a adopté le traité de Maastricht et sans le référendum. Ah d'accord. Seul le Parlement a voté en faveur de le traité de Maastricht. D'accord, il n'y a pas de référendum pour le traité de Maastricht. Parce qu'en France, nous, on a eu quand même la chance d'avoir un référendum. Oui. Même si on a voté pour. mais donc globalement En Grèce, il n'y a pas été de référendum après 1974. D'accord. Bon, on peut quand même dire que les Français, les Grecs auraient quand même voté favorablement au référendum de Maastricht si on leur avait posé la question. Non, qu'est-ce que t'en penses, Je suppose que oui. Ouais, d'accord. Ouais. Wow. Se met en place, bien évidemment, les règles assez rigides exigées par l'euro. Hein, donc un déficit maintenu sous la barre des moins 3%, une inflation sous contrôle, etc. Or, dans les faits, la Grèce ne répond pas complètement à toutes ces conditions. Parallèlement à ça, la France non plus ne répond pas à toutes ces... Ouais. Mais l'Union européenne le savait bien, ça. Bien sûr, mais je les Grecs sont des bons clients. Je vais me faire de la France aussi de l'Allemagne. Ouais, je vais me faire de toute façon l'avocat des Grecs, puisqu'en fait la France non plus ne remplit pas les critères d'intégration à l'euro. Et pour répondre à ces critères, elle va commencer à faire des jeux comptables, la France, en prenant notamment des sommes dormantes sur les comptes de France Télécom et et par des jeux d'écriture, en les faisant basculer sur les comptes français, qui, par un effet effectivement magique, va forcément faire baisser le déficit et la grecque et, miracle, nous faire rentrer dans les critères de Maastricht pour l'intégration à l'euro. Et pour la Grèce, c'est pareil. C'est-à-dire que les Grecs voient les Français faire ça et ils se disent pourquoi pas nous. Et là, on est déjà dans un petit jeu de jeu comptable. On n'est pas sur de la grosse tricherie, mais on commence déjà un peu à jouer, on va dire, avec les écritures. Et donc la Grèce rentre dans la zone euro. C'est en 2002, hein, l'euro. En 2001. 2001. Ouais, 2001. En fait, la Grèce rentre, si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs de jeunesse, avec une année de retard dans l'euro par rapport aux autres pays, mais bon, on l'intègre quand même au package de lancement en quelque sorte. Bon, pendant ce temps-là, quand même, le problème de la Grèce, forcément, c'est toujours sa difficulté à faire rentrer l'impôt. Donc on a quand même un État qui n'est toujours pas stabilisé en termes de déficit. Et là, on est dans l'effet pervers de l'euro, une monnaie qui finalement a des taux d'intérêt très bas, a un taux de confiance très fort sur les marchés internationaux, et qui va bien évidemment, pour un État comme la Grèce, être un peu une sorte de cour des miracles, parce que c'est de l'argent très facile à soutirer et à injecter dans l'économie. Et donc on a là un processus d'endettement qui s'accentue en Grèce. Vous partez dans les dépenses somptueuses des Jeux Olympiques de 2004, qui vont encore accroître effectivement vos dettes et donc votre déficit, les salaires. Et pendant ce temps-là, les Allemands jouent un jeu complètement différent, parce que les Allemands sont toujours les malins de l'histoire. À la fin, c'est eux qui gagnent à la fin. C'est comme on dit au football. Pendant que les Allemands avaient compris que les règles du jeu de l'euro, c'était une règle en fait de mise en concurrence dans une zone de libre-échange, de mise en concurrence des niveaux sociaux et des salaires entre les différents États européens. L'Allemagne s'engage dans une politique de déflation salariale, c'est-à-dire que les salaires allemands en fait augmentent de 20% seulement, quand ceux des Grecs grimpaient à 140%. C'est-à-dire que quand un Allemand voyait son salaire pendant la période augmenter de 20%, les Grecs avaient quasiment plus de doublé leur salaire. Donc forcément, là, il y a un problème de compétitivité qui se met en place à l'intérieur de la zone euro, qui vont effectivement commencer à créer des complications.
c'est là qu'intervient, on commence à rentrer dans des bizarreries comptables de plus en plus systématiques, des erreurs grossières volontairement maquillées. À côté de ça, Lucas Papademos, au fait des manipulations comptables et qui va devenir, qui était gouverneur de la Banque centrale à l'époque, Oui. et qui va devenir gardien de la monnaie unique, n'en dira rien. Donc on est Il quand était même le vice-président de la Banque centrale européenne. voilà, exactement. Et donc on est là effectivement dans un processus. Comme tu disais, en plus, à côté de ça, le clientélisme a créé, on va dire, une hémorragie de postes, de postes de fonctionnaires. Donc on a Exactement. une économie qui devient de plus en plus administrée. Mais on est dans un processus, si toute proportion gardée, qui est, je trouve, sur bien des égards, et ça sera un moment, un débat de l'émission, très ressemblant avec la France. Donc quand on connaît l'économie française et ses défauts, on retrouve extrêmement... Alors nous, on a quand même la chance d'avoir un État historiquement solide. On n'a jamais été effectivement sous 4 siècles ou 5 siècles de domination ottomane, donc l'État français a toujours connu sa continuité, et donc on a encore, on va dire, des structures d'administration, une hyperstructure d'État très forte. Mais sur bien d'autres points, on est quand même très ressemblants. Vas-y, tu veux dire quelque chose, Philippe? Oui, j'ajoute qu'il y a 1 ou 2 ans, il y avait un excellent reportage, je crois, de Arte, qui avait décrit de façon extrêmement intéressante la façon dont la banque Goldman Sachs avait aidé. On y arrive. Voilà, avait aidé à faire tricher les comptes, voilà. etc. Et là, on arrive dans la zone 2004-2007 où justement, là, Tu on parles de la falsification des comptes. Absolument. Exactement. Oui. Bon, déjà à l'époque, ouais, vas-y, La Jean. même chose a eu lieu aussi au Belgique, aussi en Espagne, aussi au Portugal. D'accord. Ouais, bien sûr. Déjà. Et l'Allemagne et la France le savaient bien, ça. Ouais, donc de toute façon, dans ces jeux d'écriture, dans ces trafics de hors bilan où on met un peu des dépenses hors bilan, la France est aussi avec la Grèce finalement dans un jeu trouble. On entend par exemple MAM, donc Michel Alliot-Marie, nous dire que les dépenses de la défense, ce n'est pas du déficit. C'est quoi si c'est pas du déficit? Chirac fait passer en loose D, en douce, les investissements en recherche et développement de la case déficit à la case investissement. D'accord? Voilà, terminé. Et c'est plus du déficit. Cet argent en fait va revenir. Donc dans les déficits, le CNRS, les dépenses du CNRS n'apparaissent pas aujourd'hui. Et pourtant c'est quand même des dépenses. À la fin, c'est quand même comptablement, c'est quand même des moins sur la ligne, dans des lignes avec des moins. D'accord. Surtout quand on connaît l'efficacité du CNRS. J'espère que personne n'a une famille à CNRS autour de cette table. La France, donc voilà, la France ne respecte pas les règles, etc. Et impossible donc de sanctionner les Grecs, puisque finalement la France fait pareil. Et Goldman Sachs, là, rentre en jeu et va commencer, pour aider l'État grec et conseiller l'État grec pour commencer un peu à cacher les comptes, va commencer à jouer avec ce qu'on appelle des swaps de devises. D'accord? Donc on manipule les emprunts d'État avec des monnaies étrangères et par des jeux de conversion, on arrive à tout à coup gratter quelques milliards de ci, de là, et on arrive comme ça, petit à petit, à trafiquer en fait, à tronquer en fait les déficits, quoi. Par contre, bien évidemment, ça se paye, puisque en fait, dans ces swaps de devises, la Grèce se retrouve en fait créditrice vis-à-vis de la banque Goldman Sachs d'emprunts avec des taux qui sont en fait exorbitants. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose. Alors peut-être que tu veux peut-être détailler, Jean, mais on est dans quelque chose effectivement. Goldman Sachs va jouer avec des swaps de devises, va revendre en fait à l'État grec des emprunts avec des taux exorbitants qui vont devenir effectivement explosifs. Donc par exemple, c'est quasiment 400 millions d'intérêts par an jusqu'en 2037 dans les poches, rien qu'en intérêt dans les poches de Goldman Sachs. Donc la banque, dans les faits, en fait, polie le peuple grec. Donc là, on est vraiment spolie le peuple grec. Eurostat passe en revue les comptes grecs et il se taise en fait sur les montages de Goldman Sachs. Donc on a vraiment quelque part, quand on regarde ce qui s'est passé dans le processus, aucun contrôle, quoi. C'est-à-dire que
tout le monde le sait, parce que là on est dans un jeu de dupes. Tu veux peut-être intervenir, Jean, sur cette... Oui. De ma part, je voudrais dire que la crise financière en Grèce a été commencée en 2010 et a été créée artificiellement par les grands spéculateurs internationaux qui, en profitant de la mauvaise situation de l'économie grecque, ont attaqué la Grèce afin de détruire la zone euro. Tu penses C'est notamment à Soros quand tu parles de grands spéculateurs internationaux ou à George Soros? George Soros et Paulson, etc., etc. Pourtant, à mon avis, les origines de la crise se trouvent sans doute à la compétition entre les dollars et l'euro. Les origines de la crise européenne, parce qu'il ne s'agit pas d'une crise qui regarde exclusivement la Grèce, mais regarde toute l'Europe, toute la zone euro. Bien sûr. À ses origines, à la compétition du dollar. Alors, bien évidemment qu'il y a effectivement dans l'attaque contre la Grèce, clairement, effectivement, à un moment donné, un dollar aussi qui est extrêmement fragilisé, en difficulté, et on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui régulièrement, les déficits, le plafond de la dette américaine crée un psychodrame quasiment maintenant tous les ans, c'est le psychodrame de savoir est-ce qu'on va être capable de remonter encore d'un cran le plafond de la dette américaine, et donc les Américains, effectivement, et avec par sa galaxie d'hommes d'affaires et de grands financiers, va effectivement instrumentaliser ne nions pas quand même qu'il y a quand même un problème. Donc, un problème européen quand même, hein, il est déjà là, mais va effectivement appuyer le doigt dessus pour un peu faire oublier les fragilités de l'économie et de la monnaie américaine. Et donc là, les marchés se focalisent effectivement sur la crise européenne. Cela, il s'agit d'un problème européen. C'est pour cela que la solution ne peut être pas seulement pour la Grèce, mais pour toute l'Europe. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on en parlera tout à l'heure. On verra en fait dans quelle mesure en fait rapidement on n'aurait pas dû sortir la Grèce de l'euro rapidement. Je pense personnellement pour l'intérêt du peuple grec. Je pense que alors peut-être pas pour l'intérêt de l'euro. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'euro n'avait pas intérêt à voir un membre de la zone sortir, puisque là ça créait, on va dire, un cas de jurisprudence qui aurait effectivement créé en fait un effet domino et une décrédibilisation de la monnaie. Par contre, pour le peuple grec, il aurait été, à mon avis, plus intéressant dans son intérêt de sortir rapidement de la zone euro et de dévaluer la monnaie. C'est un désastre. C'est un désastre pour tous. Qu'est-ce pas seulement pour la Grèce, mais aussi pour toute l'Europe. D'accord, mais qu'est-ce qu'un désastre? Parce que l'euro va tomber. L'euro va tomber, mais est-ce que c'est finalement pour le peuple grec pas plutôt une bonne chose? Non. C'est à mon avis la solution la plus efficace, c'est que la Banque centrale européenne, il faut imprimer du monnaie. Voilà. Oui. Toi, tu penses que la solution, c'est de faire tourner la planche à billets. Et c'est exact. Alors, bon, c'est ce que font les États-Unis aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, les États-Unis, voilà. Bon, eux, ils ont une monnaie de réserve internationale. Si en Europe, on commence. La solution américaine. Ouais, la solution américaine. Mais est-ce que tu penses que même sur le long terme, ça peut le fait de faire tourner ce qu'on appelle en français la planche à billets, tu penses qu'effectivement ça peut être une solution à long terme pour la Grèce, ou quand même à un moment donné il y a forcément à l'issue de cette bien sûr. Voilà. Mais il y a le danger de l'inflation avec ça. Oui. Ouais. Parce que globalement voilà, c'est là qu'on arrive à un moment donné dans le débat. Non mais c'est intéressant quoi. Je parle trop vite, d'accord. Je parle trop vite et Jean a du mal à me comprendre, donc on va parler plus lentement. D'accord. Par rapport à l'euro, c'est ça que moi qui me surprend, Jean, c'est que finalement vous les Grecs, vous êtes encore, vous voulez garder l'euro quoi. Oui. Voilà. Et moi, je suis un européiste convaincu. Et je suis en faveur de l'euro, je suis en faveur de l'Union européenne, et je crois que le problème de la Grèce, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la classe politique. D'accord. C'est le système de partis politiques qui a détruit la Grèce.
Ouais, mais comment tu expliques c'est là que parce que nous en France, nous on a une lecture de la crise qui est très différente. Hein. Oui. Ça c'est vrai, parce que la France est un pays industriel, et c'est la deuxième France sur le niveau économique de l'Europe. Ouais, bon. La situation pas est pour bien longtemps. différente. Pas pour longtemps, malheureusement. Je pense qu'on va rapidement décrocher. Mais parce que nous, si on analyse en fait les mécanismes de l'euro, on le voit, les salaires grecs explosent de 140% pendant que ceux des Allemands se compriment quasiment avec une croissance de 20%. Tous les salaires anglais sont tombés. Oui, alors aujourd'hui, mais oui, d'accord, mais ça c'est les conséquences de l'euro aussi. C'est-à-dire que Mais ce ne sont pas les conséquences de l'euro. dans la mesure où forcément il faut que C'est l'incapacité et la corruption de la classe politique grecque. Oui, mais regarde, par exemple, si tu es dans un jeu de monnaie à change flottant, et on va faire un peu d'économie, sans vouloir saouler tout le monde. Mais si, mais si, quand tu prends de la monnaie, quand des niveaux de vie, il y a des écarts de productivité, des écarts de niveau de vie qui s'installent en fait entre des États, c'est la monnaie qui va se dévaluer ou se réévaluer pour marquer ces différences de niveau de vie. Et finalement, vas-y, Oui, ouais. c'était ce qui passait régulièrement entre la France et l'Allemagne, où régulièrement le franc français était dévalué par rapport au Deutsche Mark. Exactement. Mais ça permet quand même de conserver, d'être relativement, on va dire, doux pour l'économie en termes de réforme, puisque globalement, l'économie retrouve de l'oxygène en termes de productivité. Bien sûr, le niveau de vie, comparativement, s'est affaissé, et on est dans un jeu finalement beaucoup plus propre, parce que là, avec l'euro, ça nécessite de la rigueur. C'est-à-dire que vous devez contrôler vos salaires, quoi. Je ne suis pas d'accord. Parce que la Grèce est un pays qui ne produit rien. Oui, d'accord, mais Le valeur de la monnaie dépend de la production du pays. De la production et des exportations d'un pays. Le valeur d'une monnaie. Donc, la Grèce est un pays qui ne produit rien. Donc, nous avons besoin d'une monnaie forte pour avoir des importations. d'accord, pas trop cher, ouais, pour pouvoir effectivement Pour importer le pouvoir à... d'achat, Ouais. le pouvoir d'achat, et pas des citoyens, mais du pays, pour faire des importations en Grèce. D'accord, Parce que nous ne produisons rien. d'accord. Ça me rappelle d'ailleurs, hein, bon, on en reviendra un peu plus tard, mais lorsque moi-même j'étais en Grèce, j'ai rencontré des gens de l'Aube dorée, et l'un d'entre eux m'expliquait dans la région où on se trouvait que globalement, il y a encore 20 ou 30 ans, une vingtaine de petites usines qui fabriquaient, que sais-je, des chaussures ou n'importe quel type de produit, et qu'aujourd'hui, il n'y avait plus rien à part des hôtels, une plage d'ailleurs vide, Oui. et des Ça, services. c'est vrai, c'est Il y vrai. avait- Et pourquoi il y a eu cette désindustrialisation de la Grèce? Comment ça s'est passé? Je répète pour une fois encore que le problème, c'était le système l'établissement politique, le système des partis politiques, les syndicalistes de gauche, Oui. qui ont cherché toutes les industries de la Grèce. D'accord. D'accord. Mais alors, la La solution... politique de la gauche, des syndicalistes de la gauche, ont cherché toutes les industries de la Grèce. Alors, que propose le Front National grec, justement, par rapport... pour essayer de tempérer c'est le système des partis politiques. Quel serait le modèle pour la Grèce? Alors, un modèle... Et votre question est très très générale. Oui. Est-ce que vous pouvez être plus précise, plus précisément? Disons qu'à un moment donné, oui, d'accord, le problème de la Grèce, c'est le problème des partis. L'établissement, le système de partis politiques qui ont été au pouvoir depuis la chute du régime des colonels. D'accord. Mais justement, comment on pourrait... c'est une réforme institutionnelle alors qu'il faut pour la Grèce Une réforme institutionnelle, bien sûr, et un projet pour l'économie nationale. D'accord. Et par exemple, vous, les Français, que vous avez un plan de production nationale, vous avez besoin de l'euro pour faire votre exportation. Oui. Vous avez Bien sûr. besoin d'une monnaie forte. Pour les exportations, on aurait plutôt intérêt d'avoir une monnaie faible, en fait. Et c'est justement pour ça que je pense que... En cas que la France sort de la zone euro, vous allez perdre tout de suite
toutes vos exportations. Ouais, non. En termes d'importation, on risque d'avoir effectivement des problèmes, notamment tout ce qui est matières premières, etc. Il y aura le chômage, il y aura des croissances. C'est dans les faits, ça bon, on va pas rentrer sur un débat économique, hein, mais dans l'absolu, une monnaie faible favorise les exportations et défavorise les importations. Bien évidemment, si tu importes beaucoup de matières premières, etc., ça a un impact sur ta capacité, sur ton coût de production. N'était pas une monnaie faible. Les Chinois se trompent pas si, de toute façon, leur monnaie, si le yuan est sous-dévalué, ils se trompent pas. C'est qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, comme c'est des économies basées sur les exportations, ils savent très bien qu'il vaut mieux avoir une monnaie faible pour effectivement optimiser le rendement et la productivité de la production. Mais le franc n'était pas une monnaie faible. Ouais, c'était une monnaie qui était quand même, c'était le marque qui était une monnaie forte. En cas de sortie de la France de la zone euro, l'euro va tomber, le franc va monter, et donc le franc sera plus fort que l'euro. Ah, ça, c'est le scénario auquel on n'avait pas pensé. Ouais. L'euro tombe. Vous allez perdre vos exportations. Non, parce que si l'Allemagne est encore dans l'euro, je pense qu'il tombera moins vite que le franc. Mais globalement, là, on va rapidement faire une petite pause. Parce que la France, c'est la deuxième franc, comme j'ai déjà dit, c'est la deuxième France sur les niveaux économiques de l'Europe. Oui, mais la France est aussi, je pense, parce que vous regardez ça, la Grèce, vous avez un peu un regard extérieur sur la France. Moi, je vous dis, la France aujourd'hui est une économie extrêmement malade, extrêmement en danger. Peut-être qu'elle pourra se redresser, etc. En tout cas, le chemin qu'elle a pris actuellement est un chemin extrêmement critique et inquiétant. Et on peut avoir quand même, dans les années qui viennent, et ça serait pas pour moi une surprise, de voir en fait tout à coup un pays qui décroche, quoi, littéralement. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une économie qui est à base de 57% d'économie administrée, désolé, mais on peut plus rester dans le jeu de la compétition internationale. Forcément, il y a un bug dans le logiciel. Donc, soit on crée notre économie à part et puis on fait un projet à la soviétique, soit on joue un minimum avec des règles protectionnistes, etc. Sur l'économie, sur le jeu de l'économie d'échange quand même. Moi, je suis pour le protectionnisme, mais sur les niveaux européens. D'accord. Pas sur le niveau national, parce que ce n'est pas possible. On va en débattre après la petite pause musicale. Là, c'est une chanson sur c'est une chanson qui évoque en fait le drame de la guerre civile grecque en 1944. Pour rendre hommage aux victimes du communisme. Voilà, pour rendre hommage aux victimes du communisme. C'est une chanson assez émouvante. On va l'écouter. Εκείνος έπεσε για την πατρίδα, με μαπότισε τη λευτεριά. Εκείνος έπεσε για την πατρίδα, με μαπότισε τη λευτεριά. Φωνήσα νύχτα του συνωμότη, κρύβει στα στήθια μυστικά. Μαχαίρι δίκοπο κάποιου προδότη, σκίζει τα σπλάχνα σου με από
δίκοπο κάποιου προδότη σκίζει τα σπλάχνα σου με απονιά. Απ' την Αρδαία μέχρι το Ούλεν και στην πηγάδα του Μελιγαλά παντού θα ακούγονται φωνές να λένε πέσαμε ήρωες για ελευθεριά. Παντού θα ακούγονται φωνές να λένε πέσαμε ήρωες για ελευθεριά. Ας μας θυμίζει το αίμα για πάντα αυτούς που κρύβονται στην κοκκινιά. Θα τους πατάξουμε μία για πάντα, να δούμε ήλιο και ξεστεριά. Εμπρός, εμπρός, για μια Ελλάδα ελεύθερη. Εμπρός, εμπρός, θα νικηθεί ο κόκκινος εχθρός. Εμπρός, εμπρός, για μια Ελλάδα ελεύθερη. Εμπρός, εμπρός, θα νικηθεί ο κόκκινος εχθρός. Donc nous voici de retour autour de cette table pour donc parler du problème grec aujourd'hui. Sylvain, donc par rapport à ce qu'on disait, donc par rapport à l'économie, etc. Qu'est-ce que toi tu as observé en Grèce sur le plan social? Qu'est-ce que tu as vu? Eh ben, en fait, je me rends compte que j'ai un point de vue totalement différent de ce qui a été dit précédemment. D'accord. Donc les débats économiques, c'est très intéressant, mais en fait, quand je suis allé en Grèce, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré un peu on va dire le peuple, quoi. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la Grèce, c'est dans une situation vachement paradoxale, enfin très paradoxale pour parler français. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que ces défauts, enfin ce qui est vu comme ces défauts de la part du système, en fait, sont ses qualités pour s'en sortir. Finalement, le fait de ne pas avoir un État très puissant a permis une culture de la débrouille, du système D, ce qui fait que maintenant qu'ils sont en pleine crise, eh bien, on se rend compte qu'ils ont beaucoup plus de facteurs de résilience que pourrait l'avoir la France si on vivait la même situation, quoi. Entièrement d'accord avec toi. Ouais. Ouais, donc toi, ce que tu vois, c'est aujourd'hui, c'est un peuple qui se met en fait à reprendre un peu avec des moyens par la base, à reprendre son destin en main, quoi, en fait. Hein. Exactement ça. Oui, j'ai rencontré des gens qui ont perdu leur travail, mais qui étaient beaucoup plus heureux que quand ils l'avaient, quoi. J'ai rencontré par exemple je pense à un prof d'histoire qui m'a dit, voilà, je me levais tous les matins à 8 heures, je faisais mes cours d'histoire et puis ça me faisait chier, j'avais une vie de merde. Pour parler clairement, il me parlait comme ça. Hein. Et le fait d'avoir perdu mon travail, ça m'a permis de m'investir pour mon pays. Ça m'a permis de créer une association, de rencontrer mes voisins. Tu ressens un élan patriotique en Grèce, des mouvements de solidarité qui s'expriment après dans une sorte de renouveau du nationaliste. Alors j'ai rencontré ça avec le mouvement Ardine par exemple. Qui eux sont dans une optique de retour à une certaine tradition grecque en fait. Ils parlent pas forcément de nation grecque, mais ils parlent d'une idée grecque, d'idées de retour vers les ancêtres, etc. Mais j'ai surtout rencontré des gens en fait qui étaient dans le local, quoi, qui essayaient de changer leur environnement, quoi, leur environnement proche, quoi. Ce que je te propose, Sylvain, c'est d'écouter quelques extraits de ton reportage, hein, donc l'âge du loup. On va notamment retrouver les déclarations de l'historien dont tu parles, hein, qui effectivement est très intéressant. On va aussi entendre des témoignages de militants associatifs et d'autres éléments. C'est un peu un petit condensé qui vient vraiment appuyer ce que tu nous dis sur cet élan de solidarité qui aujourd'hui traverse la Grèce. Hein. Ce qui se passe à l'instant, c'est que il y a de plus en plus de citoyens qui s'organisent, il y a de nouveaux mouvements, il y a des organisations qui sont créées, on entend parler presque chaque jour. C'est comme on appelle en anglais, des grassroots organisations, donc de simples organisations de citoyens. Ils n'ont pas encore tout privatisé, ou au moins pas au niveau que ces multinationales
voudrait, ou la Banque Centrale Européenne, en collaboration avec certains partis politiques en Grèce, à cause de toutes ces organisations, à cause des mouvements des citoyens. Donc c'est, disons, une nouvelle espoir, c'est un espoir pour les gens en Grèce, mais aussi pour les gens dans le reste de l'Europe unie. Car si on réussit d'une façon ou d'une autre de arrêter, de limiter l'application de ces politiques en Grèce, il est bien évident qu'ils n'auront pas la possibilité d'appliquer les mêmes politiques dans le reste des pays européens. Quand j'ai perdu mon travail, à cause de la crise, malheureusement, j'ai voulu me tourner à aider les autres sans penser à moi. Parce que de toute façon, je n'ai pas de famille, j'ai personne. Je me suis dit, au moins, si je pouvais aider une ou deux personnes à côté de moi, ça aurait été bien. Je vais lutter jusqu'à la fin pour le bien, la santé des gens. Les Grecs, chacun en accumulant de l'argent, avait pris des distances. Donc, il n'y avait plus cette entraide, cette amitié entre Grecs. On était devenus étrangers dans notre pays même, disons. Et là, maintenant, on reprend les vieilles habitudes. On retourne à la terre. On retourne vers notre famille. C'est pas une solution, mais c'est quelque chose qui nous renforce, qui nous donne de la force. Et je proposerai, si je peux le faire, les mêmes solutions en France et les mêmes solutions dans d'autres pays. La crise a ça de bien, à mon avis. Elle nous a unis en tant que Grecs. Elle nous a fait penser que nous étions Grecs. Jusqu'alors, on nous disait que c'était une honte d'être Grec. Ils nous apprenaient ça dans les écoles. Même si les Grecs modernes, contemporains, disons, ne correspondent pas tout à fait à l'idée qu'on se fait des Grecs anciens, ils ont quand même gardé beaucoup de choses en eux qui viennent de là. Entre autres, cette possibilité de se réunir quand la situation est au bord du gouffre. Mais il faut être au bord du gouffre. Donc, au bord du gouffre, hein, donc les mots sont lâchés, on est vraiment dans un moment fort, une crise très forte qui frappe vraiment les Grecs de plein fouet. Oui, tu veux dire quelque chose, Aldaric ? On entend parler, notamment dans ton reportage, d'un retour à la terre. Est-ce que tu peux développer un peu ça ? Alors en fait, ce que j'ai vu, en tout cas, je pense que ça existe encore maintenant, c'est que beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans, en fait, reprennent les fermes de leurs grands-parents. Donc ils quittent, moi j'étais à Athènes et à Thessalonique, ils quittent ces villes-là pour retourner dans les campagnes et retrouver le travail de leur terre, quoi. Athènes a perdu 30% de sa population depuis le début de la crise, hein. Donc c'est une ville qui se vide de sa population, et donc tu dis que ces gens-là, en fait, reprennent quoi, les fermes de leurs grands-parents, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait un saut de génération, en fait, on saute une génération. Et important de préciser qu'Athènes représente près de la moitié de la population grecque, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. Donc on a en France, on parle souvent de macrocéphalie. Paris, c'est un sixième de la population. Athènes, c'est presque la moitié de la population grecque, hein. C'est énorme. C'est une vraie exode urbaine, quoi. Et ce que je trouve assez génial, c'est que, en fait, ce retour à la terre n'est pas du tout individualiste, quoi. Il y a l'esprit familial. Si les gens retournent à la terre pour cultiver la terre, c'est ensuite pour retourner dans la ville et vendre leurs produits à très très bas prix, quoi. Donc il y a vraiment cette optique de, je dirais pas nationaliste parce que j'ai pas vraiment vu ça, quoi. Mais vraiment Mais tu vois, on va s'en sortir tous ensemble, quoi. Ouais. Donc cette crise a quand même des effets bénéfiques sur le plan, on va dire, d'une sorte de morale collective, une sorte de mental collectif qui se réveille et qui se dresse et qui décide de reprendre son destin en main dans des réseaux d'entraide, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, ça peut paraître très paradoxal, mais en revenant de Grèce, j'ai trouvé que cette crise avait beaucoup d'effets positifs, quoi. J'ai rencontré des gens qui
de notre point de vue, étaient peut-être dans une certaine misère financière, matérialiste, tout ce qu'on veut, mais qui retrouvaient une certaine grandeur d'âme, quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'assez magique. Et qu'est-ce que tu as vu de l'immigration en Grèce? Souvent, on a quand même dans des reportages, ou en tout cas certains mouvements nationalistes ou d'extrême droite grecque mettent ça en avant. C'est un vrai problème ou pas? J'ai l'impression que c'est un problème. J'ai pas l'impression que ce soit du racisme ou quelque chose comme ça. Mais les Grecs que j'ai rencontrés vivaient l'immigration comme une espèce d'injustice pour eux, mais aussi d'injustice pour les immigrés. Je pense par exemple à cette Belge qu'on voit dans notre film qui nous raconte que il va y avoir un parc éolien qui va être construit, je sais plus trop où, et qu'en fait ils vont faire une espèce de zone franche. Donc il y aura plus aucune loi de travail dans cette zone-là, et ce seront des immigrés clandestins qui travailleront dedans, quoi. D'accord. Ouais. Donc ils sont contre cette débilité écologique soi-disant, et en plus ils sont contre le fait qu'on exploite des gens qui sont dans la misère, quoi. Et aussi j'ai aussi vu le quartier par exemple d'Omonia, qui je crois que c'est le quartier d'Omonia, oui, qui à une certaine époque était apparemment un quartier très très populaire, et qui maintenant est un quartier où il y a des immigrés partout, il y a des prostituées partout, et c'est n'importe quoi. Enfin, avec une insécurité. Oui, avec des sirènes de police tous les 10 minutes. Enfin, c'est. Tu veux peut-être exprimer quelque chose, Jean, sur l'immigration en Grèce? Comment elle est ressentie, comment elle est vécue? C'est un vrai problème ou pas? Du moins, à Athènes, l'immigration reste le problème numéro 1 de la ville. La situation est dramatique. Il y a des quartiers entiers qu'on ne peut pas vivre en sécurité, qu'on ne peut pas marcher par les routes de nuit. D'accord. Cette immigration, elle vient d'où? C'est des Syriens? C'est qui ces immigrés? Parce que on se demande comment un immigré peut vouloir venir en Grèce, un pays qui s'effondre, quoi, économiquement, quoi. Le problème est le point géographique de la Grèce. La Grèce est l'entrée de l'Europe. D'accord. Et donc, se trouve sur la première ligne du péril qui représente l'immigration, l'Europe. D'accord. Beaucoup d'immigrés entrent au commencement en Grèce et après on part pour d'autres pays européens. Sauf que le problème, c'est que comme il n'y a pas de frontière directe entre la Grèce est dans la zone Schengen, mais en fait il n'y a pas de frontière physique. Finalement, ces gens rentrent en Grèce et puis finalement on reste en Grèce, quoi. En fait, ça c'est le problème qui est la conséquence de ce qu'on a appelé les accords de Dublin 2, qui ont dit que les immigrés clandestins trouvés dans l'Union européenne doivent être renvoyés dans le pays d'où ils sont arrivés. Et ce pays où ils sont arrivés, en général, c'est la Grèce, qui est en fait une zone de transit. Donc c'est en fait les immigrés squattent, ils sont irakiens, afghans, turcs, et ils se retrouvent en zone de transit comme ça en Grèce. Et donc c'est pour ça qu'il y a une population immigrée de réfugiés qui est énorme en Grèce. J'aimerais ajouter que lorsque moi je me suis rendu en Grèce, je suis venu des Balkans. Je suis arrivé depuis la Macédoine. Alors pour ne pas fâcher nos amis grecs, on va parler d'anciennes républiques yougoslaves de Macédoine, puisqu'il y a également un conflit par rapport au nom de ce pays. C'est une histoire très très longue. Tout à fait. Bon, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Bon, le but du jeu, c'est juste de préciser ça. Ce qui m'a frappé quand je suis entré en Grèce, la Grèce fait partie de l'espace Schengen. La dernière fois, on a parlé beaucoup de la Hongrie dans l'émission. Lorsqu'on passe la frontière depuis la Serbie vers la Hongrie, il y a des contrôles extrêmement drastiques qui d'ailleurs l'été durent souvent plusieurs heures parce qu'il y a tous les immigrés turcs en Allemagne et en Autriche qui rentrent en Turquie l'été. Et du coup, il y a des kilomètres de voitures immatriculées allemandes. Donc on peut parfois mettre 6 ou 7 heures à retourner en Hongrie depuis la Serbie. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu quelque chose de similaire pour l'entrée en Grèce, puisque en principe les frontières de Schengen sont censées être gardées fortement. Je suis passé de la Macédoine à la Grèce sans que mes papiers d'identité ne soient contrôlés. Le simple fait que j'étais dans un véhicule immatriculé dans un pays de l'Union européenne, je suis entré. J'ai ouvert la vitre de la voiture, j'ai montré mon passeport. Le type m'a montré le signe de la main. Allez-y.
Bon, maintenant, des immigrés macédoniens qui cherchent à rentrer en Grèce, il doit pas y en avoir beaucoup. Certes, mais ça m'a quand même marqué. Alors certes, peut-être que depuis la frontière turque, c'est beaucoup mieux gardé, mais c'est quand même étonnant qu'on puisse entrer comme ça dans un pays de l'espace Schengen qui est censé être bien gardé, sans un seul contrôle de papier. Alors en revanche, la frontière entre la Macédoine et la Serbie, on y passe 2 heures. Alors que c'est 2 pays qui ne sont ni l'un ni l'autre dans l'espace Schengen. C'est très surprenant et ça explique peut-être en partie pourquoi, en plus le fait avec les îles, etc., pourquoi il y en a autant qui arrivent à venir. Les Grecs, comment les Grecs réagissent à l'immigration? C'est une réaction de rejet violent? Ça développe, est-ce que ça part sur des actes racistes Et il y a des actes racistes à Athènes, à Salonique, pas en périphérie, mais la majorité du peuple grec n'accepte pas la présence des immigrés en Grèce, mais pratiquement ils ne font rien que protester, quoi. Protester en votant un parti contre l'immigration, un immigrationniste. D'accord. Est-ce que tu penses que qu'est-ce qui est la cause première en fait? Bon, bien sûr, on va dire que l'accélérateur c'est la crise économique, mais ce qui a provoqué la percée de l'Aube dorée, à ton avis, s'explique plus par la dégradation de la vie économique ou aussi par finalement ce qu'elle révèle de l'immigration en fait Non, ce n'est pas l'immigration. C'est la situation économique, mais aussi les circonstances politiques. D'accord. À profiter de certaines circonstances politiques. D'accord. Parce que pour retracer un peu, on avait avant la crise, on avait un parti de droite conservatrice dure qui s'appelait le Laos, c'est ça, qui a commis l'erreur stupide de participer, de monter en gros dans la dernière union dans la dernière union gouvernementale. C'était l'héros de Laos qui a fait monter l'Aube d'Or. Voilà. Donc il monte dans le bateau de l'union gouvernementale juste avant le grand naufrage. Grand naufrage dont on savait pertinemment qu'il allait arriver. Je veux dire. Donc le Laos monte là-dedans bêtement. Cool avec le parti le PK, qu'on appelle ça, c'est le PK, le PASOK. Le PASOK, voilà. Les socialistes. Les socialistes du PASOK, et voit arriver sur l'extrême une sorte de groupuscule qui était honnêtement pas pris au sérieux à ce moment-là, qui s'appelle l'Aube dorée, et qui aux élections c'était les 2012 de 2012 aux législatives, c'est des élections législatives, je crois, oui. C'est ça, oui. Fait 17. Non, 7%. Là, actuellement, aujourd'hui, ils sont crédités à peu près de 13%. 13% ouais, sondage. Ce qui est énorme, quoi. Alors, d'ailleurs, Jean, tu dis toujours Aube d'Or, alors qu'en France, on dit toujours Aube dorée. Tu peux nous expliquer? C'est la même chose. Mais c'est une mauvaise traduction c'est une mauvaise traduction qu'on utilise? Du grec en français, oui. D'accord. C'est une mauvaise traduction. Bon, c'est juste Aube d'Or. D'accord, c'est une Aube d'Or, quoi. On gardera peut-être Aube dorée pour que les auditeurs comprennent bien, mais sachez que voilà, la bonne traduction, c'est Aube d'Or. Il faut quand même avoir à l'esprit que donc effectivement, l'Aube dorée, c'est pas un parti qui est apparu comme ça, parti de rien. C'était un mouvement groupusculaire qui existait quand même depuis une trentaine d'années, mais qui était vraiment à la marge, car vraiment extrême, quoi. D'accord. Ouais. Bah, on peut presque parler de parti néo-nazi. Enfin, je veux dire, là, pour une fois, c'est vrai ou pas? Quels sont, toi, Jean? Non, tu veux pas t'exprimer sur... Je ne veux pas m'exprimer sur l'Aube d'Or. D'accord. Je représente le Front National grec. Nous sommes une autre formation politique et nous avons depuis longtemps distingué notre position de ce parti-là. D'accord. Sylvain? Ouais, je voulais rajouter quelque chose. En fait, de notre expérience en Grèce pour notre film. On a vraiment eu l'impression que c'est la politique politicienne qui bloquait la révolte entre guillemets populaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mouvements qui se créent partout, mais ils s'identifient tout de suite à la gauche ou à la droite. Du coup, ils se parlent pas en fait. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, le clivage au-delà de l'immigration. C'est vraiment le clivage qui empêche le peuple d'aller de l'avant, alors qu'ils ont 90%
des choses qui les rassemblent, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on parle de l'aube dorée, mais faut aussi dire qu'à l'extrême gauche, il y a un mouvement très important qui est apparu, qui s'appelle Syriza, qui eux font autour de 20% des voix. Hein. Donc ils sont également, comme l'aube dorée, contre l'Union européenne. Et donc c'est un parti également qui est extrêmement dynamique, vraiment à l'autre extrême. Et du coup, on a eu la chance de rencontrer ce parti-là. Et on leur a dit exactement ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire qu'ils avaient exactement les mêmes idées que ceux d'en face, mais son principal objectif, c'était pas de sauver son pays, c'était de combattre l'extrême droite, quoi. Oui. Et j'imagine que l'extrême droite, ça peut être la même chose aussi, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le gros clivage. Donc il manque encore un Alain Soral grec pour arriver à faire la jonction entre ces forces Est-ce que tu leur as parlé de la gauche du travail et la droite des valeurs, quoi, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Jean? Oui, le parti de Syriza est né pour la première fois en 1968, né par une escussion du Parti communiste grec pendant le régime des colonels. Puis, il y avait sur la scène politique grecque appelée la restauration de la démocratie parlementaire. Et à cause de la crise, il a profité et il est devenu le parti de l'opposition. Le premier parti de l'opposition, parce que la base des socialistes du PASOK, qui ont perdu leurs privilèges, ont voté massivement pour ce parti-là. Bien sûr. Mais moi, je le trouve... Syriza aussi n'est pas contre l'euro et contre l'Union européenne. C'est ça, c'est en là. faveur de l'euro et en faveur... C'est là que tu me surprends. Ouais. C'est une grande contradiction. Bah oui. C'est une grande contradiction. Ils sont contre les accords avec l'Union européenne, mais ils sont en faveur de l'euro et en faveur de l'Union européenne. D'accord, oui, parce que, bon, on va dire qu'effectivement, la Grèce a été compressée par ce qu'on appelle la Troïka, hein, donc la Troïka, oui. Voilà, donc qui regroupe donc le FMI de l'Union européenne. Voilà. La Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, donc c'est le trio infernal. Et donc on a effectivement la Syriza qui conteste effectivement les politiques de rigueur imposées par la Troïka. La politique imposée par la Troïka sont en faveur de l'euro et en faveur de l'Union européenne. Et c'est une grande contradiction. Mais c'est d'ailleurs c'est toujours ça qui est assez surprenant. Moi c'est même ta position sur l'Europe et sur l'euro me surprend, Jean. Tu vois, c'est et les Grecs veulent rester dans l'euro, quoi. Oui. Bien évidemment. Non, t'es pas d'accord avec... Moi, encore une fois, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Évidemment, je suis pas resté 3 mois en Grèce, mais les gens que j'ai rencontrés voulaient absolument sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne, quoi. D'accord. Et t'as rencontré des gens qui sont des militants associatifs, des gens proches du Syriza aussi Des militants associatifs, et puis dans notre documentaire, il y a un banquier. On a rencontré vraiment de toute classe. Parce que là, il y a une contradiction. Jean dit que Syriza, en fait, tient une position qui disent, voilà, on veut rester dans l'euro et on veut rester dans l'Union européenne. Et toi, tu dis que Syriza tient des propos différents. Peut-être que c'est la base qui est peut-être différente. Après, moi, les gens que j'ai rencontrés n'étaient pas à la tête du parti. Au sein du parti de Syriza, il y a 15 courants. 15 courants, ouais, d'accord. 15 donc on est bien dans l'extrême gauche, comme on l'aime, quoi. La bonne vieille extrême gauche. Des maoïstes, des trotskistes, des stalinistes, des néo-communistes, des gauches radicales, etc. Il y a 15 courants. Ouais, d'accord. Ouais, donc Et c'est pour cela qu'il n'a pas réussi à présenter une ligne politique claire. Ouais, bien sûr. Et c'est peut-être d'ailleurs un parti plein de contradictions. J'aimerais demander à Philippe, parce que donc il m'a dit qu'il a rencontré concrètement sur place des militants de l'Aube dorée en Grèce. Alors est-ce que l'image que parfois on peut en avoir, qui est donnée dans les médias, on peut avoir l'impression que c'est une bande de skinheads qui ont décidé de faire de la politique. Est-ce que c'est aussi simple que ça? À peu de choses près, oui. Non mais je crois qu'il faut pas autant souvent les médias racontent n'importe quoi sur un certain nombre de partis, de mouvements ou d'événements. Moi, globalement, l'image que j'en ai vue, c'est globalement ça. Alors, j'aimerais faire une précision sur le symbole de l'Aube dorée, qui n'est pas une svastika détournée, en fait. C'est un symbole grec ancien qu'on peut retrouver sur beaucoup de symboles. Bon, en revanche, de façon à
assez curieuse, ils l'ont intégré dans un code de couleur noir, blanc, rouge, qui est un copier-coller du drapeau du parti nazi. Je crois qu'il faut pas chercher à tourner autour du pot, et il faut appeler un chat un chat. Ce qui est peut-être d'ailleurs plus intéressant, c'est de se poser la question, comment se fait-il qu'un parti qui est clairement néofasciste, qui a une imagerie assez proche du nazisme, a pu obtenir autant de succès? Ça, c'est peut-être la vraie question intéressante. En tout cas, ce qui est sûr de ce que j'en ai vu, ce sont des gens extrêmement radicaux. Quand je suis allé dans un bureau local de l'Aube Dorée, j'ai vu les mecs en talkie-walkie faire le tour du bâtiment en me disant attends, avant d'entrer, il y a une bombe, il y a peut-être une bombe, on doit d'abord vérifier. Je pensais que c'était de la coquetterie. Bon, 3 mois plus tard, il y avait 2 militants de l'Aube Dorée qui se faisaient abattre froidement dans la rue, donc je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait inopportun de faire ce type de vérification. Mais il est clair que les discussions que j'ai pu avoir avec les gens locaux de l'Aube Dorée que j'ai rencontrés ne laisse pas beaucoup de doutes quant à leurs origines, un peu skin, un peu néofascistes, etc. Ce qui ne les empêche pas d'ailleurs d'avoir pris des initiatives très populaires. Oui, alors ce succès, ce qui s'explique notamment par les distributions de nourriture, par les protections concrètes apportées aux citoyens. On a entendu parler de l'Aube Dorée, par exemple, qui envoyait des espèces de commandos pour protéger les propriétaires qui avaient les appartements squattés par des immigrés ou des choses comme ça. Est-ce que ça a vraiment joué positivement dans leur image auprès de la population? Vraiment le parti anti-système, quoi. Probablement. J'en ai fait une petite plaisanterie, puisqu'en France, en Grèce, si vous appelez la police, vous avez un problème, potentiellement la police ne vient pas. Si vous appelez l'Aube Dorée vient. D'ailleurs, il y a des gens qui aujourd'hui n'appellent plus la police, ils appellent directement l'Aube Dorée. Et en France, bon, si vous appelez la police ne vient pas. Et si vous appelez l'Aube Dorée, la police vient. Parce qu'en France, il y a quand même un État encore relativement solide. Et l'autre raison de leur succès, c'est qu'effectivement, ils ont obtenu un certain nombre de députés au Parlement, dont maintenant certains sont en prison d'ailleurs. Un député grec, c'est d'ailleurs hallucinant au vu de l'état économique du pays, gagne 8 000 € par mois et dispose également d'un véhicule de fonction. Et ils ont fait le choix d'une grande partie de cet argent doit être reversé au parti pour faire des distributions de nourriture gratuites dans les rues des villes de Athènes, etc. Avec, par contre, réservé exclusivement aux Grecs de souche, pas les citoyens grecs, mais vraiment Grecs de souche, donc avec une distinction ethnique extrêmement claire. J'imagine que c'est l'une des raisons de leur succès, parce qu'une des dernières distributions de nourriture à Athènes, il y avait presque 10 000 personnes. C'est considérable. C'est un parti qui est assez proche du peuple, et finalement le fait aussi que leurs représentants soient issus des classes populaires, même si parfois ils s'expriment peut-être un peu mal à la télévision, peut-être que ça change quelque part l'image des partis politiques habituels du système, et ça permet aux gens de s'identifier à un parti qui peut-être dont ils ont le sentiment qu'ils les représentent plus, quoi. Oui. Jean, tu voulais dire quelque chose? Non. D'accord. Donc là, on a effectivement donc un parti qui est quand même finalement un parti extrêmement militant, avec des règles de redistribution des salaires, où on ne doute pas du désintéressement des élus, qui donc développent effectivement une sorte d'image, de valeur, de générosité, de solidarité, qui en fait renvoie un peu ce que toi observes à l'échelon général de la population. Oui, ça rejoint beaucoup les mouvements du coup qui sont indépendants par rapport à ce mouvement politique. Moi, je pense pas que la Grèce va s'en sortir par les urnes, quoi. Clairement, D'accord. C'est le mouvement populaire en dehors des élections qui va changer les choses, quoi. L'Aube Dorée n'a pas inventé la redistribution de nourriture à Athènes. D'accord, clairement pas. Ouais, d'accord. Donc c'est quelque chose en fait qui se pratique un peu à tous les niveaux. Il y a un mouvement qui était assez connu, qui s'appelle le mouvement de la pomme de terre, ou le mouvement de la patate, je sais plus comment ils disent, qui est en fait tous les jours vous avez un espèce de pick-up qui passe un peu partout dans les rues et vous entendez patatas, ou je sais plus comment on dit en grec. En grec. Pommes de terre. Voilà, exactement. Et bon, ils vendent donc c'est des particuliers qui sont mis en mouvement, en association, quoi, pas en mouvement politique, et qui vendent des pommes de terre à très très bas prix. Donc l'Aube Dorée n'a rien inventé là-dedans. Donc c'est pas du pain pour le peuple, c'est des patates. C'est des patates. Voilà. Peut-être un jour des patates pour le gouvernement. Est-ce qu'on voit un phénomène d'émigration, genre est-ce que les Grecs quittent la Grèce
C'est un phénomène massif ou pas? Aujourd'hui, il y a plusieurs des milliers de Grecs, de jeunes Grecs, qui décident de quitter le pays. D'accord. Mais c'est... Pour aller à travailler en France, en Angleterre, aux États-Unis. D'accord. Mais c'est un phénomène important ou ça reste quand même assez finalement marginal par rapport à la situation économique de la Grèce? Non, c'est un phénomène pas marginal. Malheureusement, ce n'est pas marginal. D'accord, ouais. Donc c'est quand même assez Il y a important. beaucoup de gens qui quittent le pays. D'accord. Très bien. Donc, ouais, Non, je voulais juste rajouter par rapport aux jeunes qui quittent le pays, c'est vrai, apparemment de manière assez nombreuse. Il y a en fait un espèce de mouvement inverse qui se crée et qui radicalise les jeunes qui veulent rester, quoi. Le fait de voir leurs compatriotes de leur âge partir, ça les radicalise aussi. D'accord. Ce qui est finalement encore une source de Je positif. trouve, Je veux pas être positif tout le temps, mais c'est vrai, je te trouve vachement positif je trouve que c'est intéressant, quoi. sur cette situation. Je parlais du mouvement Hardin, par exemple. On a été très très surpris de l'organisation de ce mouvement-là, et aussi de la mixité, de la parité. Je suis pas forcément pour la parité, mais il y avait 50% de femmes dans ce mouvement, quoi. Qui étaient très conscientisées, très politisées. Le mouvement Hardin. Hardin, ouais. C'est un mouvement qui se dit de gauche, de droite. Non, c'est clairement un mouvement de droite qui se dit. C'est le mouvement dont je te parlais tout à l'heure, pour le retour à une certaine tradition, une certaine grandeur de la Grèce. D'accord, c'est ça, ouais. C'est un mouvement qu'on peut qualifier de métapolitique. Oui, c'est clairement métapolitique. Ils organisent des conférences, ils vendent des livres, ils projettent des films. Voilà. Ouais, Il ne s'agit pas d'un mouvement politique, il s'agit d'une revue. Hardin, c'est une revue. C'est une revue métapolitique. Je dis pas que c'est un mouvement politique, justement, je dis que c'est l'inverse. Ouais. Je dis que c'est pas politicien, c'est de la métapolitique. Métapolitique. Pas un mouvement. C'est une revue. Ils se présenteront jamais à aucune élection. Ouais. C'est une revue, mais ça n'empêche pas que autour de la revue, il y a toute une population de militants et c'est assez culturel. Pas une population, c'est un groupe de militants. Un groupe de militants, d'accord. D'accord. Donc là, beaucoup d'autres sont des provenances de la gauche. Toi, t'as ton pronostic, Jean, sur les prochaines années pour la Grèce. Tu le vois comment? Noir, sinistre? Selon moi, l'Union européenne doit changer de la politique. Le peuple grec a subi sur son peu plusieurs injustices. A subi l'austérité, a subi les mesures économiques, la baisse des salaires, la baisse de la retraite. Nous ne pouvons pas supporter d'autres mesures. Est-ce que les Grecs c'est l'Union européenne qui doit changer de politique. Ouais, mais je vais me faire l'avocat du diable parce que c'est intéressant pour le débat. Est-ce que les Grecs ont conscience que l'Europe a quand même déjà donné 450 milliards d'euros à la Grèce? C'est une somme considérable. Mais nous sommes conscients aussi que nous sommes les meilleurs clients de l'Allemagne. Oui, mais bon, je pense que... Parce que tous les Grecs vont acheter un BMW, un Mercedes, une Audi, une voiture Audi, etc., etc. Ouais. Oui, d'accord. Mais... En Grèce, il n'existe pas une famille grecque qui n'achètent pas des produits allemands. Oui, non mais on est d'accord là-dessus. N'empêche que les télévisions sont fabriquées en Allemagne. Est-ce que vous pensez que les Allemands, est-ce que vous pensez que les Allemands vont accepter de continuer à verser l'argent pour que vous achetiez les produits? Oui, parce que en cas de sortie de la Grèce de l'euro va tomber. Et sera un désastre aussi pour l'Allemagne. Ah, on est d'accord là-dessus. Pas seul pour nous, mais aussi pour l'Allemagne. Par rapport à cette un des éléments qui nous avons pris déjà les mesures nécessaires pour changer la situation. On va faire une petite pause. Nous avons fait un sac de sacrifices. Ouais, non mais on est d'accord là-dessus. Il y a des enfants qui meurent à l'école des faits. Non, mais on est d'accord que la Grèce aujourd'hui a effectivement fait de véritables efforts là-dessus. Il y a pas à contester. Moi, c'est juste sur l'issue sur laquelle on n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'à un moment donné, la Grèce
a forcément pour son développement économique besoin de s'extraire de la zone euro. Toi, tu penses l'inverse. Bon, on va pas relancer le débat là-dessus. On va juste faire une petite pause, musicale. Nous allons écouter une chanson de Nikos Xylouris, qui est plutôt un chanteur classé à gauche, qui avait lutté contre la dictature des colonels, mais dont les chansons en fait très nationalistes et très populaires sont aujourd'hui largement partagées. Par rapport à la crise grecque, par rapport à l'endettement du pays, les dépenses militaires, la Grèce a beaucoup investi dans les dépenses militaires, parce qu'elle est effectivement dans une sorte de compétition avec la Turquie. Toujours la première ligne du danger islamiste. Vous le formulez comme ça, c'est-à-dire que pour vous, la Turquie, c'est aussi un danger islamiste, quoi. Oui. Ouais, d'accord. Je crois qu'il faut que nos auditeurs comprennent, en fait, prenez une carte, regardez donc la situation de la Grèce, et un peu de manière similaire à la Hongrie, dites-vous que c'est un pays entouré, entre guillemets, d'ennemis. Donc c'est quand même une situation assez particulière. Donc on a l'Albanie, on a la Macédoine, on a la Bulgarie, on a la Turquie, et Jean, comment on vit ces relations dans le pays, quoi? La Turquie représente un danger non seulement pour la Grèce, mais aussi pour toute l'Europe. Nous sommes, comme déjà j'ai dit, sur la première ligne d'un danger. Nous avons défendu l'Europe. Pour la Turquie occupe la partie du nord de Chypre. Cette occupation est en fait inacceptable. Est-ce que tu veux être plus précise? Notamment la Turquie, je sais également qu'il y a une forte immigration turque en Thrace, que la Turquie soutient les mouvements autonomistes. Ce n'est pas une immigration, c'est une minorité. Il y a des minorités musulmanes en Thrace, l'un tiers sont des Roms musulmans, l'autre tiers sont des Turcs musulmans, et l'autre tiers, il s'agit d'une tribu grecque qui a été converti franchement à l'islam dans le passé. Donc, les minorités musulmanes qui existent en Thrace ne sont pas tous des Turcs. Est-ce que la Thrace, ça peut être un nouveau Kosovo? Nous avons peur de ça. Nous voulons éviter cette perspective. Et pour nous, la Turquie représente un danger pour la Grèce. Et je crois qu'il y a le problème aussi avec l'Albanie, où il y a une forte minorité l'Albanie grecque en Albanie. Occupe depuis la fin de la Première Guerre mondiale les pays du Nord, et où il y a presque 400 Grecs. 400 000 Grecs. 400 000. 400 000 Grecs. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Grecs. Il y a une forte minorité grecque en Albanie, et nous sommes pour l'application de la traite des Corfou. Traité de Corfou. Le traité de Corfou, ouais. De Corfou, et pour l'autonomie de l'Empire du Nord. D'accord. Et j'ai entendu qu'en Macédoine... Nous sommes aussi pour l'application du principe de l'autodétermination du peuple, qui prévoit la carte des organisations des Nations Unies. J'ai entendu qu'en Macédoine, il y a donc une forte communauté... La Macédoine, il n'existe pas. Au moins c'est clair. Pas. Les termes du débat sont posés. Les termes Macédoine est interdit. La Macédoine est seule une. La grecque. Donc, dans ce pays comme la Bretagne est seule une, la française, et aussi la Macédoine est seule une, la grecque. L'État de Skopje, qui est la capitale, comment on s'appelle en français? Skopje, c'est ça. L'État de Skopje a été créé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale par volonté du régime communiste yougoslave afin de s'étendre sur les territoires nationaux grecs. Ah oui. Et donc dans ce pays qui n'existe pas, j'ai entendu que les Grecs notamment doivent changer leur nom. Oui. Ils n'ont pas le droit d'avoir de nom grec. Ils sont obligés à changer leur nom en nom slave pour ne pas avoir de problèmes avec les autorités de cet État-là. Donc toi, par exemple, tu devrais t'appeler Nikolo Poulovic. C'est exact. D'accord. Tu veux prendre la parole, Philippe? Oui, comme avant d'aller en Grèce, j'ai fait un petit arrêt par Skopje, ce qui est extrêmement étonnant. Donc on fait face à des populations yougoslaves, appelez ça comme vous voulez.
Mais en fait, ils sont en train de reconstruire complètement le centre-ville de Skopje, comme avec des bâtiments à la grecque ancienne. Donc en fait, c'est assez marrant parce qu'on est dans les Balkans avec des Slaves, mais où il y a des bâtiments de style grec antique partout, une gigantesque statue d'Alexandre le Grand, et ça y a quand même une dimension assez cosmique de voir un peuple balkanique slave s'attribuer la culture grecque. C'est assez drôle, si je puis me permettre. C'est pas nouveau, hein, sous Alexandre le Grand, c'est déjà le cas. Hein. C'est très étonnant. Moi, quand j'ai vu ça à Skopje, ça m'a beaucoup marqué. Donc par contre, j'avais une question qui m'intéresse. Est-ce que dans ce jeu, est-ce que la Turquie s'amuse à instrumentaliser l'immigration musulmane à des fins de déstabilisation ou pas? Est-ce que par exemple les immigrés syriens, irakiens, afghans, musulmans sont aujourd'hui potentiellement Ce que je peux dire est que la Turquie n'accepte pas la rentrée des immigrés sur son sol. Les immigrés entrent en Grèce en passant par la Turquie, et puis ils n'acceptent pas la rentrée des immigrés. Et le renvoi chez eux. Mais par contre, est-ce que... Et donc, l'Union européenne, les organisations internationales sont obligées à faire pression sur la Turquie sur cette question. Mais une fois que les Afghans, les Irakiens et les Syriens sont rentrés en Grèce, est-ce que potentiellement tu penses, toi, que ces populations peuvent être demain des armées de réserve pour le camp turc en Grèce? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il faut bien préciser que la situation avec la Turquie est toujours assez tendue. Parce que si vous regardez sur une carte, toutes les îles qu'on appelle le Dodécanèse, donc qui sont parfois juste à quelques kilomètres du territoire turc, appartiennent en fait à la Grèce. Et qu'elles sont peuplées par des Grecs. Mais les Turcs lorgnent sur ces territoires. Il y a eu notamment même une invasion sur une île grecque en 1996. À mon avis, la mer Égée, c'est un lac grec. C'est clair? D'accord. Et les Turcs pensent pas pareil. Lac grec. Et les Turcs disent que c'est un lac turc. Bon. Les Turcs sont une tribu mongole. Oui. Ouais, ils sont une tribu mongole beaucoup mélangée et brassée avec un peu d'Européens et un peu de Syriens. Donc ça fait quand même des populations assez bigarrées. Ce qui est très frappant quand on regarde quand on connaît bien la communauté turque, c'est de voir comment on peut retrouver des traits genre turkmènes, très asiatiques. A été toujours le bastion de l'Europe. Le bastion de l'Europe. La Grèce. La Grèce. Bien sûr. Et elle le restera, et on fera tout pour qu'elle le reste. Jean, t'inquiète pas, on a de toute façon une attache affective pour la Grecque et nos amis grecs indéfectibles. On ne cédera pas un pouce du continent européen, sois-en conscient. Ensuite, alors ce qui m'intéresse, moi, quand même, dans cette quête grecque, et c'est en ça qu'elle m'a beaucoup interpellé, c'est sur le parallélisme qu'on peut établir avec... Il y a beaucoup de syndromes grecs qu'on retrouve dans le système français. Tu veux... T'as des choses à dire là-dessus, Sylvain? Oui, je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour dire que la France va suivre le chemin de la Grèce. Après, je vais peut-être être pour la première fois de l'émission assez pessimiste pour nous, aussi pour nous réveiller un peu. C'est qu'on est une société très 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 maternée. On n'a plus l'occasion jamais dans notre vie de prendre des décisions pour changer déjà notre vie personnelle. Alors pour changer la vie de nos voisins, c'est encore pire. Et je voudrais dire aussi que nos structures familiales sont, par rapport à la Grèce, c'est toujours en comparaison, sont vraiment détruites par rapport à ce qu'on peut voir en Grèce. Ce serait impossible pour nous de reprendre les fermes de nos grands-parents, parce qu'elles ont déjà été vendues depuis très très longtemps, quoi. Donc déjà ça, c'est assez problématique. Et donc voilà, je pense que le message à faire passer, c'est redevenons nous-mêmes en fait, redevenons des Européens, et à partir de ce moment-là, on pourra prétendre à sortir de cette crise. Oui, parce que la Grèce, effectivement, c'est un État faible, avec finalement une forme
d'initiative assez. Les Grecs avaient quand même le sens de la débrouille. Ils étaient dans un système défaillant souvent au niveau des services sociaux, etc. Donc il y avait effectivement une capacité. Il y a une capacité chez le peuple grec qu'on retrouve d'ailleurs aussi souvent dans d'autres pays, un peu même l'Italie. Moi, je trouve que elle ressemble un peu pareil sur ce modèle-là, à se prendre en main, à se sortir, par soi-même du trou. Il y a un tempérament aussi. C'est des peuples assez tranchés. On n'est pas dans le timoré. En général, les débats, on voit les débats et on voit notre ami Jean est une personne dynamique. Voilà, on n'est pas en train de faire des circonvolutions et de tourner autour du pot. Et donc c'est vrai que ça dans des situations de crise, c'est des peuples qui sont souvent qui nous surprennent parce que bon, on a l'habitude de dire voilà, c'est des États un peu défaillants, c'est un peu désorganisé, c'est un peu anarchique, hein, il y a une sorte de vie anarchique dans le pays. Mais quand ils sont en crise, on s'aperçoit qu'en fait il y a une énergie extraordinaire, une capacité d'autonomie individuelle et des élans de solidarité qui fonctionnent encore. Le sang, l'identité, la Grèce n'a pas de crise identitaire. Hein, ils sont grecs, ils sont fiers d'être grecs et ils se posent pas la question de savoir si ils ont commis des crimes ou pas dans le passé, quoi. Voilà. Assez étrangement, j'ai rencontré une des personnes que j'ai rencontrées nous expliquait que dans les manuels scolaires en Grèce, on leur apprenait aussi à détester leur pays et que la crise leur avait permis de se dire en fait, mais on est grec, on a une grande histoire, on est un grand peuple. On va s'en sortir et on va les chasser de chez nous, quoi. Ouais. Donc, comme en France, en fait, ils ont un peu cette même chose avec l'éducation. C'est faux. Ah, vas-y Jean, tu veux exprimer? Nous sommes fiers de notre histoire, nous sommes fiers de notre nation, nous sommes fiers de notre culture et nous avons donné à l'Europe la dénomination et la culture. Bien sûr, mais dans les manuels, ça n'empêche pas que le peuple soit fier de ce qu'il est, etc. Ça n'empêche pas qu'on essaye les manuels scolaires de le distiller. C'est faux. C'est faux. Tu t'exprimes en faux par rapport à ça. Tu dis qu'il n'y a pas dans les manuels scolaires de l'école grecque. Je connais assez bien la situation aux écoles grecques. Et globalement, les manuels sont quand même plutôt pan-helléniques, quoi, on va dire. D'accord. Je vous invite à donc regarder L'Âge du loup et vous verrez cette personne qui dit totalement l'inverse. Ceux qui veulent changer de la mentalité du peuple grec, c'est les intellectuels de la gauche. Ouais, mais de toute façon, il faut jamais oublier que de toute façon, le système a une cohérence d'offensive. Il arrive avec des idéaux de gauche, mais Michel a fait un travail extraordinaire là-dessus. On a ce qu'on appelle le gauchisme moral, la gauche libertaire. Exactement. Qui les 90% des journalistes en Grèce sont des hommes de gauche. Et 90%. Et 90% des journalistes sont des hommes de gauche, voire même 100% des journalistes en général sont des hommes de gauche. Et on voit bien effectivement que derrière des idéaux gauchistes, humanistes, vantants, pseudo-humanistes, avec derrière toujours un relent de repentance, etc. On fait avancer derrière finalement les intérêts de la banque. Donc c'est toujours intéressant de voir comment dans un jeu de va-et-vient, de pas, c'est comme la marche à pied. Il y a un pas de gauche en avant et puis le pas de la banque qui suit et qui se présente parfois d'ailleurs comme un pas de droite. Donc c'est toujours intéressant. Et les médias, d'ailleurs, il y a eu la télé qui a fermé. Moi, je me suis presque réjoui de ça. Alors, moi, moi, je connais France. Quand on regarde France Inter, France Culture, bon, c'est un nid de gauchistes insupportable. On est dans des officines de propagande éhontées. Donc moi, quand j'ai vu la télé publique grecque fermée, ça m'a presque fait rire, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? Elle est ouverte à nouveau. Elle est ouverte à nouveau. Et il y a 5 mois, mais qui est fermé, mais le gouvernement a ouvert à nouveau la télé publique grecque. C'est une télé publique. Toujours les fonctionnaires. C'est des fonctionnaires, et de la télévision publique grecque étaient presque tous hommes de gauche.
Bah, bien sûr, voilà. Toi, Sylvain, t'as eu le même sentiment que moi quand t'as entendu cette Oui, bien sûr, oui. Moi, j'étais très content pour la Grèce, en fait. J'espère qu'un jour, on vivra ça chez nous. Ouais. À la fin du service public. Et on était nominé par les gouvernements de gauche, mais aussi de droite. Ouais. À la télévision publique. Tu voulais dire quelque chose J'ai l'impression que pour donner une idée concrète quand même du comparatif qu'on peut faire entre les médias français et les médias grecs, c'est dans le traitement qu'il y a eu par exemple par le chanteur de gauche qui a été tué par un ancien communiste de l'Aube dorée. On en a aussi beaucoup parlé en France. Bon bah voilà, c'était tout de suite sortez les violons, c'est terrible, l'atteinte à la démocratie, etc. Par contre, quand il y a les militants donc de l'Aube dorée qui se sont fait a priori descendre par un tueur professionnel, on a plutôt eu tendance à dire qu'il l'avait bien cherché. On a le parallèle en France avec Clément Méric qui visiblement s'est retrouvé dans une baston provoquée en plus par la gauche, qui a été présentée vraiment. Alors là, on a une grosse affaire, encore une fois le danger pour la démocratie. Et quand on a, comme récemment, un tireur fou à Libération, c'est un tireur fou. C'est pas un tireur d'extrême gauche, anarchiste, qui a une idéologie derrière. On le présente, voilà, comme un cinglé un peu anecdotique. De type européen. De type européen, en plus, oui, voilà. Avec un nom aussi de type européen. Donc on a clairement, on a vraiment un traitement médiatique qui est assez comparable et une machine idéologique. Mais non, surtout, il y a deux choses dans le traitement des médias. On a peu parlé de ces deux personnes de l'Aube dorée qui ont été abattues dans la rue. Grâce à Internet, on a pu voir la vidéo. C'est quand même, ça fait froid dans le dos et ça laisse présager d'une potentialité de guerre civile tout à fait inquiétante. Moi, ce qui m'a également inquiété, puisque les mêmes personnes qui, la démocratie, qui vantent les mérites de l'état de droit, etc., on a arrêté en pleine nuit, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur l'Aube dorée, on a arrêté en pleine nuit, mitraillette au poing, sans même que le Parlement n'ait pris la peine, au moins pour la forme, de lever leur immunité, plusieurs députés de l'Aube dorée qui sont en prison. Alors, si on a des choses, formellement, ça peut être réglé en quelques minutes, le Parlement se réunit, voulez-vous lever l'immunité? Tout le monde vote oui, et c'est réglé. Après, le type, on le serre et on le met en cabane. Ils ont même pas pris la peine de faire cette procédure légale. Et aujourd'hui, il y a des députés grecs qui, quoi qu'on en pense, sont élus par le suffrage universel, qui sont en prison et qui ont été arrêtés sans même que leur immunité ait été levée. Ouais. C'est très inquiétant. Ouais, c'est très inquiétant. Il y a une dérive totalitaire et en même temps, est-ce que tu sens les potentialités des années de plomb et d'une guerre civile en Grèce? Eh bien, honnêtement, j'ai pas senti ça. J'ai vu des manifestations d'Antifa contre des FAF. Mais en fait, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait beaucoup de Français, il y avait beaucoup de Belges, beaucoup de... Dans les Antifa. Dans les Antifa, oui, bien sûr, dans les Antifa. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Les 80% des manifestants de la gauche radicale, de l'Antifa, sont des immigrés. Les 80%. C'est incroyable. D'accord. Ouais, ils venaient vraiment en Grèce pour faire leur bonne action de l'année, aller casser un peu des... donc il y a d'accord, ouais. Donc potentiellement, en fait, on est quand même dans une faible potentialité de voir les années de plomb à l'italienne un peu s'installer en Grèce, peut-être quand même un peu, non? Parce qu'il y a quand même la tradition d'un terrorisme d'extrême gauche en Grèce. C'était le mouvement d'octobre, je sais pas quoi là, qui a été le président, le dernier mouvement terroriste en Grèce a été plus ou moins dissous, ou arrêté en 2002 ou 3. En 2000, oui, bien sûr, il s'agit d'une organisation terroriste qui, à mon avis, a dissé sur la protection des services de secrets. D'accord. Il s'agit de l'organisation 17 novembre. 17 novembre, c'est ça. Voilà. Je m'étais tombé d'un mois, hein, vous me pardonnerez. 17 novembre, ouais, c'est ça. Qui a été arrêté en 2002. En 2002. Parce que elle ne servait plus à rien. D'accord. Et donc effectivement, donc on est là devant. Oui, vas-y Sylvain, tu veux reprendre. Non, je voulais simplement dire que le peuple grec qu'on a rencontré avec François Roussel, le co-réalisateur, c'est vraiment un peuple très calme, en fait, qui ne montre pas sa détresse, qui reste digne. Donc je vois pas de guerre civile en Grèce. Quoi. Bah, c'est plutôt rassurant d'une certaine manière. Ouais, vas-y. Jean, une question très importante. Est-ce que tu penses que le scénario d'une espèce de guerre civile avec des affrontements violents, avec des morts entre l'extrême gauche et l'extrême droite,
est possible, probable, improbable? À mon sens, non. Il s'agit d'un scénario improbable. D'accord. D'accord. Donc par contre, nous en France, on a des paramètres très en commun. Donc effectivement, clientélisme électoral, système des partis complètement verrouillé, cooptation des élites, corruption des syndicats, une dépense publique abyssale, 57% de l'économie qui est passée sous une économie administrée, des prélèvements qui deviennent insupportables. Par contre, on a donc les paramètres différents avec la Grèce, c'est que la Grèce finalement ne pouvait pas prélever l'impôt, et en gros le vrai problème de son économie, c'était qu'elle n'était pas, l'État n'était pas assez structuré. Le problème de la France, c'est le contraire, c'est qu'on a peut-être un État trop structuré qui devient un phénomène asphyxiant. Et donc par rapport à ça, on a d'autres dimensions qui sont pas du tout intégrées dans la crise grecque. En France, on a la dimension de la crise identitaire. On voit bien effectivement que cette crise identitaire française, dans les potentialités, imaginons demain que les marchés ne veulent plus prêter à la France, imaginons 5 minutes que les taux d'intérêt grimpent, comme ça s'est passé pour la Grèce, à 7, 8, 9%, mais en quelques minutes, l'État est en faillite, parce que ses intérêts sont immédiatement, le coût de l'intérêt est complètement exorbitant pour l'État français. Qu'est-ce qui se passe? Et là, effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, Sylvain, mais on a une population qui a pris l'habitude d'être assistée, de vivre maternée, c'était Big Mother, la France. La France, c'est une forme de dictature Big Mother, quoi. Donc, moi déjà, j'envisage première chose, une vague de suicides, parce que les gens ne supporteront pas cet état de fait. Mais rapidement. Là, on se prend à être très inquiet. Rapidement, on voit les potentialités d'une guerre civile, quoi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe? Dans une guerre, il y a vraisemblablement au moins 2 camps qui sont susceptibles de s'opposer, et assez objectivement, je sais pas si à l'heure d'aujourd'hui, le camp, entre guillemets, passe-moi l'expression, mais des Français de souche est plus ou moins constitué. Donc je sais pas comment ça pourrait évoluer. On pourrait voir des bandes de voyous qui seraient en grande partie peut-être des bandes ethniques, essayer de chasser pour survivre si les aides sociales tombent plus trop. Mais je sais pas si ce serait vraiment une guerre civile. C'est difficile à voir ce qui pourrait ressortir d'un tel scénario. On voit aussi d'ailleurs les lignes bouger un peu dans tous les sens. Il suffit de voir les cartons que font les audiences de Soral et de Dieudonné auprès de publics extrêmement divers. Donc en fait, je sais même pas comment les recompositions pourraient se faire. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on sent quand même monter quand même de la société une sorte de contestation générale, alors qui prend à chaque fois des formes différentes. On l'a vu avec le mariage pour tous, on l'a vu avec les bonnets rouges, on le voit avec la médiatisation de la quenelle, donc c'est très intéressant parce qu'effectivement à chaque fois c'est des populations différentes, c'est ce qu'on appelle des CSP différents, en sociologie, des catégories socio-professionnelles très différentes. En fait, il y a 4 contestations. 4 courants contestataires qu'on peut voir émerger en France, me semble-t-il. Ce qu'on pourrait appeler la contestation identitaire, c'est-à-dire effectivement le rejet par un certain nombre de Français tous de voir que leur pays est de moins en moins habité par des populations dites de souche. Eu un début de révolte des valeurs. Les manifs pour tous, le rejet du mariage homosexuel et tout ce qui s'ensuit, une sorte de révolte fiscale, un ras-le-bol, donc là c'est évidemment les bonnets rouges, etc. Et alors le 4e élément, inclassable mais très amusant et très excitant, je vais appeler ça la révolte de la quenelle, où on retrouve là des gens, c'est tout et n'importe quoi, mais c'est des gens qui ont à peu près compris un certain nombre d'officines qui influent fortement sur la direction de l'État et qui disent merde. Ouais. Moi j'ai l'impression que pour ramener les choses à la Grèce, qu'il faut retenir surtout,
c'est cet exemple de l'Aube dorée en Grèce, où finalement on a vu un mouvement qui est absolument groupusculaire, auquel on pensait pas, qui arrivait à émerger. Aujourd'hui, on est dans un espèce de magma de pensée en France, un beau magma, je pense, où on a différentes tendances. On peut se dire peut-être plus une que l'autre pourrait sortir de là en temps de crise, mais quelque part, on a vu avec la Grèce. C'était ce à quoi on s'entendait pas finalement, qui a réussi à sortir son épingle du jeu. J'ai l'impression que la crise peut vraiment amener à de grandes surprises et qu'il est très difficile de pouvoir anticiper comme ça. À quoi doit-on s'attendre? Ouais, et puis on a aussi bon, après on est pour, on est contre, hein, mais on a quand même en France quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a quand même une force politique constituée, bon, qui est le Front National. On connaît les limites, hein, on n'est pas non plus naïf par rapport à ça, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui potentiellement peut quand même faire en France profiter de la crise. Une note positive un peu pour finir, Jean, comment tu vois comment la situation pourrait tourner à l'avantage de la Grèce finalement Je suis par nature optimiste, toujours. Et la Grèce a réussi à survivre depuis des siècles. Oui, mais surtout vous avez un passé quand même assez compliqué. Ce que je veux dire est que nous attendons l'aide de nos camarades européens, sur tous les niveaux. D'accord. Et ben voilà, donc ça sera le mot de la fin. Nous devons mettre en œuvre une solidarité européenne pour surmonter la crise. Très bien. Ben donc ce sera le mot de la fin. Nous t'avons tendu la main et aussi un micro pour entendre la voix grecque. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que national grec, je vous remercie beaucoup tous. Et nous te remercions d'être venu jusqu'en France porter comme ça témoignage de ce qui se passe en grec. Merci Sylvain et j'invite tous les auditeurs à aller voir son reportage qui est très intéressant. Et qu'est-ce que tu dis? Son livre, bien évidemment, mais qui est sur un autre sujet, mais son livre sur la mort du père. Bon, merci Adalric, merci Philippe, et puis au revoir à tous les auditeurs pour la prochaine édition de Vent d'Est. On ne manquera pas d'organiser. Au revoir. Merci beaucoup. On pourrait comprendre par ce qui se passe maintenant, ou ce qui risque de se passer maintenant. Parce que brusquement, on dit qu'il y a du pétrole, qu'il y a du gaz naturel, qu'il y a tous les minerais possibles et imaginables. On n'osait jamais y penser, ça existe, paraît-il, maintenant. Et tout ça va être vendu pour un morceau de pain. Puisque soit l'État en général et le peuple ne contrôlent plus les politiques appliquées, en Grèce, ce qu'on voit, c'est que la création de zones libres, comme ils les appellent, des zones économiques libres, si je peux utiliser ces mots, c'est des zones où il y aura des multinationales qui vont créer probablement des usines sans contrôle, quoi qu'il en soit, par l'État ou par les populations locales. Et il est très probable que dans ces zones, des Grecs et bien possiblement des immigrés de l'Asie vont être utilisés presque comme des esclaves, des gens qui vont recevoir des salaires très bas. Et c'est des zones qu'ils veulent créer surtout au nord de la Grèce, pas loin de Thessalonique. Sans compter les grandes horreurs.